regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. L'appel à la ville morte lancé pour ce jeudi 2 avril par l'opposition guinéenne pour montrer son désaveu au sujet du chronogramme électoral proposé par la CENI et le déficit de dialogue avec le pouvoir en place a été partiellement suivi à Conakry. Si dans certaines parties de la capitale cet appel a été observé, dans d'autres encore, ce n'était pas le cas. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Sékou Touré sous la haute présidence du chef de l'État. À l'ordre du jour, plusieurs sujets intéressant la vie de la nation. Au Kenya, les islamistes Shebab font de nouveau parler d'eux. Ils viennent de revendiquer une prise d'otage dans une université du nord-est du pays. Un bilan provisoire fait état de 74 morts et d'une soixantaine de blessés. Bienvenue dans cette édition d'information. L'opposition guinéenne a appelé ses militants à observer une journée ville morte ce jeudi à Conakry. C'est la première action de protestation contre la décision de la CENI d'inverser l'ordre des élections et contre la non-application des accords politiques de juillet 2013. Sur la route Le Prince, cette journée a été largement suivie. Notre reporter Aboubakar Sidiki Mané a fait un tour son constat. Cette journée ville morte est la première d'une série d'actions souhaitées par l'opposition républicaine. Conformément à la volonté de leur leader, les jeunes de Hamdallaye, en passant par le Prince, Bambeto jusqu'au carrefour Koza, se sont mobilisés pour la réussite de cette journée ville morte. Ici à Bambeto, cette journée ville morte est visible avec les boutiques qui sont restées fermées, la circulation paralysée et les élèves qui n'ont pas étudié par peur d'affrontement. Nous sommes en train aujourd'hui d'observer l'idée, un esprit qui a été prôné par le parti que nous suivons, par l'opposition républicaine. Nous sommes là pour que la ville morte soit observée dans une culture de non-violence, bien évidemment. Sur l'axe Hamdallaye-Bambeto, les forces de l'ordre sont déployées pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour cette journée d'aujourd'hui, une organisation est mise en place par les militants de l'opposition. Quand on veut accuser son chien, on l'accuse de la rage. Bambeto ici, il n'y a que des jeunes qui sont vraiment conscients. Bambeto, il y a une organisation, comme vous le voyez déjà, par rapport à la structure, par rapport aux structures du parti. Chaque structure, en commençant par les comités de base, on délègue des jeunes qui sillonnent le long des carrefours, maintenir qu'on appelle de discipline, parce que c'est ce que le parti nous enseigne. Les militants de l'opposition républicaine, déterminés à accompagner leur leader, souhaitent la tenue d'un dialogue franc. De partout dans le monde, la démocratie, elle n'est pas effective. Elle n'est jamais à 100%. Parce que l'opposition aujourd'hui ne prône pas la violence. L'opposition prône aujourd'hui le dialogue, la négociation et les règlements de conflits, par exemple la médiation. Nous retournons sur la table pour trouver un processus idoine pour sortir la Guinée de cette ornière. Cette journée ville morte, souhaitée par l'opposition, suscite de l'intérêt chez les acteurs de la société civile guinéenne qui sont aussi descendus sur le terrain pour faire un constat. Le constat que j'ai est plus que positif, en tout cas si les choses évoluaient comme ça se passe ce matin. Bien que je vois que ce qui circule avec la peur dans le ventre. Mais j'ai constaté quelque chose au rond-point Kozaï, au rond-point Bambeto, que j'ai salué. J'ai trouvé vraiment des jeunes qui essayent de calmer la situation, à ne pas que ce qui circule soit attaqué. Et je vois vraiment ces jeunes sensibiliser les autres pour faire que les taxis et les autres véhicules qui circulent passent. Je pense que si ça évolue comme ça, le constat est positif. Espérons que ça continue comme ça. Je salue vraiment cette responsabilité de ces jeunes. L'opposition réclame aujourd'hui l'inversion du calendrier électoral qui fixe au 11 octobre 2015 l'élection présidentielle et pose aussi certaines conditions pour participer à un dialogue. Sur l'axe Kipi-Lambani-Anko 5, cet appel de l'opposition à la ville morte a été partiellement observé. La circulation est restée fluide et quelques commerces étaient néanmoins fermés. Bernard Kondouno. La journée ville morte demandée par l'opposition pour réclamer la tenue des élections communales avant les présidentielles a été partiellement observée sur l'axe Kipé-Lambani-Anko 5. La circulation est restée fluide et la majorité des boutiques et magasins étaient ouverts. Les commerçants rencontrés devant leurs boutiques estiment que la ville morte demandée par l'opposition n'est pas une priorité pour eux. La journée de la ville morte que l'opposition a demandé, nous ne sommes pas prêts à l'observer. Et mon constat est que sur le terrain déjà,
la majeure partie de la population vague à leur activité. Donc moi, je ne suis pas prêt à l'observer. J'exerce mes activités pour avoir mes besoins. On n'a pas trouvé les pagailles sur les routes. On a jugé nécessaire d'ouvrir notre boutique et se débrouiller parce que c'est ici qu'on gagne notre vie. Cet autre citoyen, militant d'un des partis politiques de l'opposition qui a voulu garder l'anonymat, dit avoir fermé sa boutique pour respecter l'appel lancé par son parti et en même temps accomplir son devoir citoyen. Nous sommes prêts à suivre et à observer et à contribuer pour que le pays la change, pour que les choses changent. Et voilà pourquoi nous avons accepté de nous priver de nos activités pour aider le pays là, pour que les choses changent. Alors nous sommes disponibles, nous sommes prêts à aller avec l'opposition guinéenne dans sa totalité pour qu'il y ait le changement. Nous voulons avoir ici en Guinée des élections libres et transparentes. C'est ce que nous exigeons. Et voilà pourquoi nous avons accepté de suivre le mot d'ordre donné par l'opposition guinéenne. En observant la ville morte, ces boutiquiers restent regroupés devant leur commerce pour, selon eux, surveiller leur lieu de vente en cas de débordement. Voilà, nous sommes là, assis tranquillement, et puis nous observons. Et nous pensons que nous voulons empêcher pour tous ceux qui aimeront vraiment faire des actes de vandalisme. Au cours de notre constat, la matinée de la ville morte s'est déroulée sur cet axe avec moins d'incidents, à part celui qui a eu lieu au carrefour canadien entre Lambagny et Anko 5, qui a vite été maîtrisé par les forces de sécurité. Du côté de l'autoroute Fidel Castro, tout était normal. La circulation fluide, toutefois, au plus grand centre commercial du pays, Madina, quelques boutiques sont restées fermées. Le constat de Mamadi de Kandé. Au grand marché de Madina, les étalagistes et marchands ambulants ont travaillé comme d'habitude. Mais la plupart des boutiques sont restées fermées. Certains boutiquiers ont fait acte de présence pour s'assurer que rien ne sera vandalisé. Ouais, au fait, on est là, comme vous le savez, c'est une journée ville morte appelée par l'opposition. Généralement, ça peut tourner mal. Donc, nous sommes devant nos boutiques pour s'assurer que tout va bien, quoi. Voilà, pour s'assurer que rien ne peut être vandalisé, quoi. Au centre Inepra, le groupe électrogène n'a pas fonctionné et l'obscurité a rendu le commerce très difficile pour ceux qui ont voulu suivre le quotidien normal. Mais vous avez vu, il n'y a même pas le courant n'est pas allumé. Moi, s'il y avait le courant, j'allais ouvrir. Parce que les gens qui se débrouillent, il y a d'autres, ils sortent, ils gagnent à manger. Il y a d'autres qui n'ont rien, ils n'ont même pas à manger. Si tu dis à ces gens d'aller rester à la maison, vous comprenez un peu ce que ça fait. La circulation routière, elle, est restée normale sur l'autoroute Fidel Castro. Pour désamorcer la crise politique, à l'origine de cet appel à la ville morte, ces citoyens rencontrés au marché de Bonfi appellent au dialogue. Chaque jour, il faut qu'on sorte. Ils ont dit que ville morte, mais nous sommes au marché. Donc, ils n'ont qu'à tomber d'accord, ils vont se comprendre, c'est l'essentiel, quoi. C'est quand l'autre veut, ils veulent tous arranger le pays, ils disent qu'ils veulent arranger le pays. Donc, ils n'ont qu'à tomber d'accord, ils vont arranger. Le mot d'ordre de ville morte est la première action de contestation du calendrier électoral par l'opposition. Un test pour cette frange politique qui entend enchaîner avec les manifestations. À Kaloum, contrairement, les citoyens vaquaient paisiblement à leurs préoccupations quotidiennes. L'impact de cette journée ville morte ne s'est pas fait ressentir. Aïssata Kaba. Le soleil est au zénith à Kaloum ce jeudi et les citoyens vaquent à leur activité. Pourtant, cette journée du 2 avril a été choisie par l'opposition républicaine comme journée ville morte. Au centre-ville de la capitale guinéenne, l'administration publique et les banques n'ont pas fait porte close, même si quelques-unes n'ont pas ouvert. La circulation est restée fluide. Moi, je suis un fonctionnaire. J'ai un devoir vis-à-vis de l'administration. Donc, je viens m'acquitter de mon devoir civique. Je suis jusqu'à Dabompa. J'ai fait le long jusqu'ici. Mais je n'ai rien constaté de ville morte. Une crise sanitaire frappe la Guinée. Il serait donc nécessaire pour les Guinéens de redoubler d'efforts. C'est l'avis de Abdoulaye Sano qui est venu vaquer à ses activités ce jeudi. Vu ce qui se passe maintenant là, avec l'épidémie d'Ebola, les activités sont au ralenti. Si tu dis maintenant que tu vas... Vous voyez, il y a des personnes qui vivent du jour au jour. Quand ils ne sortent pas, ils ne mangent pas.
Alors, la ville morte, ça leur apporte quoi? Car Falla Keita est commerçant. Comme d'habitude, il s'est présenté à sa boutique pour son activité quotidienne. Il demande à l'opposition et à la mouvance de trouver un terrain d'entente pour le bonheur des Guinéens. Nous sommes des commerçants. Les villes mortes là, ça c'est concernant les politiciens. C'est leur droit de faire. Mais les gens aussi qui doivent venir faire leurs affaires et aussi c'est leur droit de sortir, d'aller là où ils veulent. Les gens qui empêchent maintenant les gens qui sortent d'aller vers affaires, vraiment c'est ça qui n'est pas bon. Sinon pour nous ici, il n'y a pas de problème. Toujours on entend, on conseille les gouvernements et l'opposition, l'entente. C'est ça qui est bon dans les pays. Au marché Niger, la quasi-totalité des boutiques sont restées fermées et ces commerçants nous ont affirmé hors micro que c'est pour observer la ville morte lancée par l'opposition républicaine qui demande entre autres au gouvernement l'organisation des élections locales avant les présidentielles et le respect des accords du 3 juillet 2013. Face donc à l'incompréhension des acteurs politiques du pays, la première dame de la République interpelle les femmes à plus d'action en faveur de la paix. Madame Diene Kabakondé, en mère de famille, demande à tous les Guinéens d'œuvrer dans le sens de la consolidation d'un climat social apaisé. Pour elle, nous sommes des frères et sœurs avant d'être des militants des partis politiques. Adja Diene Kabakondé, première dame de la République. Femmes de Guinée, nous sommes aujourd'hui en face de 3 défis majeurs. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le maintien de la paix et la relance de nos projets de développement socio-économique. Nous sommes presque au terme d'une âpre lutte contre Ebola et dont la gestion est plus difficile qu'avant. N'oublions donc pas que le mal est toujours là, aggravé encore par quelques foyers de résistance à Conakry et à l'intérieur du pays. Femmes de Guinée, ce moment est aussi crucial pour nous. Il coïncide avec l'élection présidentielle dans notre pays. Nous sommes convaincus que le bien-être que nous cherchons ne peut être obtenu que dans la paix et la quiétude sociale. Et étant né guinéens et liés désormais par la culture, l'histoire et la géographie, nous devons nous donner la main pour construire notre riche et beau pays. Nous savons que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits et mouvements sociaux. Par ailleurs, les femmes sont au même moment, au début, au centre et à la fin de tout processus devant aboutir à la paix. La responsabilité est grande, certes, mais avec la volonté manifeste et la détermination de chacune et de tous, nos actions ne seront orientées que vers le renforcement de nos valeurs traditionnelles, la culture de la paix et de la concorde nationale. Car ce sont nos époux, frères, sœurs et fils qui sont candidats et nous pouvons sensiblement peser sur la balance pour le maintien de la paix et de la quiétude. Il s'agit de faire comprendre à tout le monde que la paix, rien que la paix, est la chose la mieux partagée au monde. Voilà notre message et notre arme pour que la solidarité, la fraternité, le cousinage à plaisanterie triomphent sur la haine, la violence et l'injustice. J'invite tous ceux qui sont engagés dans la course pour la présidentielle de sensibiliser leurs militants de la véracité de cette phrase. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille et qu'en fait, les hommes changent, mais le peuple reste. Ensemble, aimons notre patrie. Soyons vigilants et prudents pour vaincre Ebola. Vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Autre facette de l'actualité nationale, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi à Sékou-Touréa sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À l'ordre du jour, plusieurs sujets intéressant la vie de la nation, notamment le renforcement de l'urgence sanitaire pendant les 45 jours, la suppression de la justice de paix et de la cour d'assises, mais aussi de la sécurisation des chantiers de la République, entre autres. Abdourahmane Ba. Traditionnel conseil des ministres encore ce jeudi au palais Sékou-Touréa. Priorité oblige, la lutte contre Ebola est le premier point abordé à l'ouverture des débats.
À cet effet, le président de la République a demandé l'application immédiate de la déclaration d'urgence sanitaire renforcée, ce pour freiner la propagation de la maladie, mais surtout la lutte contre les réticences et les déplacements des corps. Également, professeur Alpha Condé a appelé au renforcement des dispositifs de surveillance au niveau des frontières guinéennes. Pour l'application correcte de ces mesures annoncées, le chef de l'État compte sur l'implication des ministres. Ce qui a amené la prise de cette urgence sanitaire renforcée, c'est d'abord le fait qu'il y a eu un relâchement dans les administrations, au niveau des comportements, dans certains hôpitaux et notamment au niveau des populations. C'est donc renforcer cette sensibilisation par rapport aux enterrements sécurisés, aux décès communautaires et au transport des corps. On a eu la malheureuse expérience de voir des gens qui voulaient à tout prix transporter des corps. Donc c'est toutes ces mesures-là qui vont être renforcées en termes de communication et une vigilance accrue dans tous les secteurs qui sont aujourd'hui sujets encore à Ebola. C'est dans ce sens-là que toutes les mesures qui ont été édictées dans le plan d'urgence sanitaire renforcé vont être appuyées par les ministres qui vont aller sur place, rencontrer les comités de veille, rencontrer les autorités locales et voir qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent on n'arrive pas à terminer avec cette épidémie et comment on peut faire pour effectivement appliquer l'urgence sanitaire. L'innovation dans ce présent Conseil des ministres porte sur la réorganisation et le fonctionnement du système judiciaire guinéen. Désormais, les tribunaux pour enfants et de travail sont supprimés et incorporés en section dans les tribunaux de première instance. La suppression de la justice de paix et de la cour d'assises et l'instauration des tribunaux d'instance dans toutes les préfectures. L'introduction du double degré de juridiction en toute matière, y compris les matières criminelles et militaires. L'introduction du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Les tribunaux d'exception, tels le tribunal du travail ou le tribunal pour enfants, ont été supprimés et désormais ils sont incorporés dans les tribunaux de première instance dont ils deviennent des sections. L'abus du recours en cassation est désormais également sanctionné. Le feuilleton relatif aux victimes de déguerpissement non indemnisées pour l'extension des travaux sur l'axe d'Abompa, kilomètre 36 et Kouria, semble bientôt toucher à sa fin. Le ministre porte-parole du gouvernement précise que des dispositions ont été prises pour leur indemnisation. Le ministre chargé des travaux publics a notamment informé le Conseil que l'indemnisation des riverains commencerait, elle devait commencer lundi, mais pour question du jour férié dû à la fête de Pâques, elle commencera mardi, donc les dispositions sont prises à ce niveau également. Les dispositions adoptées devront être transmises dans les prochains jours à l'approbation des députés à l'hémicycle. S'agissant de l'implication des ministres du gouvernement dans la sensibilisation des populations pour l'application de l'urgence sanitaire renforcée, devrait commencer dès ce vendredi 3 avril 2015. Et puis cette discipline sportive qui est laissée pour compte en Guinée, il s'agit du judo et pourtant ce sport existe bel et bien et se porte très bien, malgré qu'il soit confronté à de nombreuses difficultés qui l'empêchent de rayonner sur le plan national et international. Nabi Kamara, Manian Condé. En Guinée, le judo est un sport qui est abandonné à lui-même. Mais malgré sa mise à l'écart par rapport aux autres disciplines sportives, le judo se porte bien dans le pays. Je dirais sans complexe que la Fédération guinéenne de judo se porte très bien en République de Guinée par rapport à toutes les disciplines. Ça, je le dis, je le confirme. Et la dernière compétition que nous avons assistée ou participé, c'est le tournoi international de Saint-Louis. La Guinée a récolté 7 médailles. 3 médailles d'or, comme le Sénégal qui a été premier, qui a eu 3 médailles d'or. La Guinée a eu 3 médailles d'or. Nous avons eu 3 médailles d'argent. Le Sénégal a eu 3 médailles d'argent. Là où ils nous ont dépassé, c'est les médailles de bronze. Les judokas guinéens sont confrontés à beaucoup de difficultés qui les empêchent des fois de participer à certaines compétitions continentales et mondiales. Nous avons beaucoup de difficultés sur le plan matériel, sur le plan financier. Comme je l'ai dit tantôt, nous devons participer à certaines grandes rencontres. Il faut qu'on paye le transport des athlètes pour aller. Nous pouvons les mettre à l'internat, on peut s'occuper de leur nourriture, de tout. Mais on ne peut pas payer le billet pour une délégation, aller au championnat d'Afrique, où il faut payer une accréditation, où il faut payer les billets d'avion pour la délégation, où il faut payer leur nourriture et tout là-bas. On ne peut pas. Nous travaillons dans des conditions un peu difficiles
vous voyez, les élèves. En judo, on ne fait pas le judo dans les survêtements de ce genre. Parce que quand vous tirez, vous vous battez. Quand vous tirez, ça se déchire. La Guinée s'apprête à célébrer la journée mondiale des sports le 6 avril prochain. Lors de cette journée spéciale, le ministère des Sports devra se pencher sur la situation du judo guinéen afin de sortir cette discipline sportive de l'ornière. Sur le continent, le Kenya fait de nouveau face à la violence des islamistes Shebab. Ces derniers revendiquent la prise d'otages dans une université du nord-est du pays à Garissa. La police annonce avoir identifié le meneur d'ordre de cette prise d'otages, offre même une récompense et donne un bilan provisoire de plus de 74 morts et 65 blessés. Très difficile de donner un bilan avec une université composée d'une centaine d'étudiants. Reportage. Apparemment, les attaquants auraient encerclé 4 dortoirs. Les forces police auraient réussi à prendre le contrôle de 3 d'entre elles, mais une prise d'otage d'environ 500 étudiants, dont certains non musulmans, est toujours en cours dans ce 4e dortoir, selon nos sources sur place. Mais nous ne connaissons toujours pas le nombre d'assaillants, même si nos sources témoignent avoir vu une dizaine d'hommes armés en uniforme pénétrer le lieu de l'attaque à l'aube ce matin. L'université de Garissa héberge plus de 800 étudiants, donc plus de la moitié seraient donc pris en otage. L'affrontement entre les forces de l'ordre et les assaillants continue maintenant depuis plus de 10 heures. Ailleurs dans le monde, au Yémen, depuis quelques jours, une coalition menée par l'Arabie Saoudite combat les milices chiites. Dans la journée de ce jeudi, la coalition formée par plusieurs pays et commandée par le royaume sunnite saoudien a intensifié ses raids contre les rebelles houthis à Aden, la capitale du Sud. Ce conflit a enregistré d'après l'UNICEF la perte de 62 enfants en 7 jours. Reportage. Près de 40 civils ont été tués mercredi dans le bombardement d'une laiterie au Yémen, alors que les organisations internationales s'inquiètent d'une crise humanitaire au 7e jour de la campagne aérienne menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites. La coalition formée par plusieurs pays et commandée par le royaume sunnite saoudien a intensifié dans la journée ses raids contre les rebelles houthis à Aden, la capitale du Sud, et ont frappé également leur position dans la capitale Sanaa. Nous condamnons ce que font les services secrets saoudiens, américains et israéliens contre le peuple yéménite. Nous leur disons que nous viendrons et que nous vengerons chaque personne qu'ils auraient tuée. Les agences des Nations Unies et plusieurs organisations humanitaires ont donné de nombreux exemples de pertes civiles en 7 jours. L'UNICEF évoquant la mort de 62 enfants. Certaines ont indiqué que les combattants au sol n'hésitaient pas à se mêler à la population. Contrôler le programme nucléaire iranien pour qu'il ne soit pas militaire et en échange obtenir une levée des sanctions qui pèsent sur l'économie de Téhéran, ce sont les deux grands enjeux des discussions qui se poursuivent encore à Lausanne, c'est en Suisse. Pour Mohamed Javad Sharif, les progrès sur cette rencontre sont significatifs, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce et les négociateurs entament leur 8e journée de négociation sans une nouvelle date butoir. Suivez. Les différents partis de retour à la table des négociations ce jeudi. La nuit a été courte, les discussions se sont poursuivies jusqu'aux premières lueurs du jour. Pour Laurent Fabius, de retour à Genève après un aller-retour à Paris, le dénouement est proche. Bon, on est à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, mais c'est bien que ce sont les derniers mètres qui sont toujours les plus difficiles. Toute la nuit, les discussions se sont donc enchaînées. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est notamment entretenu 4 heures durant avec son homologue iranien. Pour Mohamed Javad Zarif, les progrès sont significatifs. J'ai demandé de manière très claire à ce que toutes les sanctions soient levées. Et c'est ce qui mettra un point final aux discussions. Reste à savoir de quelle manière nous allons procéder. Et cela pourrait prendre du temps, car la communauté internationale souhaite s'assurer que l'Iran ne se servira pas de son programme nucléaire à des fins militaires. Les Iraniens souhaitent que les sanctions qui étranglent son économie soient arrêtées dès la conclusion d'un accord. Les Occidentaux réclament une levée progressive. Les négociateurs entament leur 8e journée de négociation sans nouvelle date butoir fixée pour parvenir à un compromis. Les secouristes russes pourront-ils retrouver des survivants dans les eaux glaciales de la mer d'Okhotsk, dans l'extrême-orient russe? C'est dans ce secteur du Pacifique Nord qu'un navire russe a fait naufrage dans la nuit de mercredi à jeudi. Le chalutier transportait 132 personnes, dont 63 ont été sauvées, 54 mortes et les autres sont toujours portées
disparu. Un chalutier équivalent à celui-ci qui a disparu dans les eaux glaciales de l'extrême-orient russe. Plus de 1300 secouristes s'affairent à la recherche d'éventuels survivants. Hélicoptères et navires, un dispositif d'envergure a été rapidement déployé. Plus de 14 navires participent aux recherches et à la mission de sauvetage. Il y avait 132 passagers à bord du chalutier. Ils étaient partis à la pêche. Le Dalny Vostok s'est échoué dans la mer d'Okhotsk, au large de la péninsule de Kamchatka. Le navire, qui battait pavillon russe, a coulé en à peine 15 minutes après l'inondation du compartiment moteur. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes du naufrage. Nous allons chercher à savoir si le navire avait effectué les démarches légales pour être en mer, évaluer la quantité et la qualité du matériel de sauvetage et si le signal de détresse a été envoyé à temps. Une collision avec un bloc de glace pourrait être à l'origine de l'accident. Ce naufrage d'un chalutier de pêche est le plus meurtrier de ces dernières années dans les eaux russes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonsoir sur vous.